Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce dernier épisode officiel de la série FPS multijoueur avec Mirror et Unity. Après de longues semaines particulièrement compliquées, me voilà de retour avec l'épisode ultime, celui que vous attendiez tous, pour mettre en ligne votre jeu multijoueur créé avec Unity et Mirror. Aujourd'hui il va y avoir une courte introduction parce que j'ai un certain nombre d'informations importantes à vous communiquer sur ce qu'on va faire avant qu'on se lance dedans. Je vous demanderai donc d'être très attentif à tout ce que je vais vous dire. En quelques mots, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, on va mettre en place un serveur qu'on appelle un serveur dédié pour notre jeu. Donc c'est un serveur qui va servir uniquement à ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va avoir le serveur Mirror de notre jeu qui va tourner possiblement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc tous les joueurs pourront se connecter et jouer ensemble. On sera donc plus en local, ce qui veut dire que vous pourrez jouer avec d'autres joueurs à travers le monde ou plus généralement à distance. Vous n'aurez plus besoin d'hoster une partie comme on le faisait jusqu'à maintenant pour notre test avec un hôte et plusieurs clients, parce que c'est le serveur tout seul qui fera office d'hôte. Donc le serveur il va simplement héberger la partie, le serveur sera vide et tous les clients pourront rejoindre les uns après les autres. J'imagine que la grande majorité d'entre vous ont suivi cette série pour créer un FPS multijoueur avec Mirror jusqu'à la fin, ce qui vous amène en toute logique sur cet épisode. Mais sachez que la démarche que je vais présenter aujourd'hui est exactement la même pour n'importe quel jeu créé avec Mirror, donc que ce soit un FPS ou non, que ce soit issu de mes tutoriels ou non, eh bien vous pouvez suivre cet épisode pour mettre en place un serveur dédié pour votre jeu vidéo Mirror Unity. Gardez également cette vidéo dans un coin de votre tête si jamais d'ici quelques mois vous allez vous lancer dans un autre projet avec Mirror, donc pas forcément un FPS, eh bien vous pourrez revenir sur cette vidéo pour vous souvenir ou simplement pour suivre la démarche vous permettant de mettre en place un serveur dédié. Parlons infrastructure, donc notre serveur dédié, il sera hébergé chez AWS, donc Amazon Web Services, qui est la filiale web de la société Amazon dont vous avez tous déjà entendu parler. Il est évidemment possible d'héberger un jeu Unity Mirror chez d'autres sociétés ou services, Google Cloud entre autres, mais dans l'ensemble c'est un petit peu pareil partout et j'ai trouvé que la mise en place chez AWS était de loin la plus simple. L'avantage également avec AWS c'est qu'on a un forfait gratuit qui est relativement conséquent, ce qui veut dire que vous allez pouvoir avoir votre propre serveur dédié et que dans une certaine limite, qui est d'ailleurs assez haute, vous n'allez rien payer. Seul point négatif, mais là ce n'est pas vraiment AWS, c'est tous les services de ce type en général aujourd'hui, il vous faudra une carte bancaire. Même si vous ne paierez rien tant que vous restez en dessous des limites imposées, eh bien cette étape est obligatoire pour se créer un compte chez AWS. J'aurais préféré qu'on évite d'avoir à faire ce genre de choses, mais malheureusement je n'ai pas trouvé de service gratuit, performant et ne demandant aucune info personnelle simplement parce que ça n'existe pas, donc d'une certaine manière c'est un petit peu le prix de la gratuité. Autre chose à savoir, je suis sous Windows, je pense que vous l'avez remarqué après plus de 26 épisodes, et certaines étapes de cette vidéo vont être spécifiques selon votre OS. Je fais cette blague beaucoup trop souvent, mais je vais encore la réitérer, si vous êtes sous Linux, vous avez l'habitude de galérer, donc vous devriez vous en sortir tout seul, et si jamais vous êtes sur macOS, eh bien vous devriez songer à changer de système d'exploitation. Non, je plaisante. Si vous êtes sous macOS, vous devriez aussi trouver des alternatives adaptées à votre OS sans trop de problèmes. Mais quel que soit l'OS que vous utilisez, si vous n'utilisez pas Windows, il faudra potentiellement que vous fassiez quelques petites recherches à droite à gauche de votre côté. Et donc si vous avez un PC sous Windows à portée de main, eh bien je vous conseillerais de laisser votre OS de côté et de plutôt utiliser ce PC sur Windows, avec lequel la mise en place sera beaucoup plus simple. Dernière chose à savoir, comme vous l'avez compris, nous allons nous baser sur AWS qui est donc finalement un service tiers, rien à voir avec Unity ou avec Mirror. Le web est un environnement qui évolue extrêmement vite, si les fonctionnalités et le contenu des pages qu'on va voir dans cette vidéo ne devraient pas disparaître, il est fortement possible que le design du site et de certaines pages évoluent ou que certaines fonctionnalités soient déplacées dans l'interface. Ce que je cherche à vous expliquer, c'est que si vous regardez cette vidéo 2 ou 3 ans après sa sortie, en théorie vous pouvez toujours la suivre, mais peut-être qu'il y aura des changements de design et il faudra un petit peu farfouiller sur le site d'AWS et sur le dashboard pour retrouver les mêmes fonctionnalités. Je pense avoir tout dit pour cette introduction et je vous propose donc de vous lancer dans cet épisode. Pour information, la vidéo est découpée en chapitres, donc si vous avez besoin de sauter ou de revenir à une étape précédente, n'hésitez pas, vous avez les timecodes. Soyez très attentifs à tout ce qu'on va faire, parce que ça va être beaucoup de configuration, et ce qui n'est pas très marrant avec la configuration, c'est que la moindre erreur peut entraîner un système non fonctionnel. Dernière chose, avant que j'oublie, ce serait absolument honteux,
Un grand merci à Michael et à Elou pour le temps qu'ils ont pris pour m'éclairer sur certains points, que ce soit AWS, Mirror ou le réseau en général. Et puis si vous êtes prêts, on est parti. La première chose à faire, c'est évidemment de créer un compte Amazon AWS. Pour ça, vous pouvez utiliser le premier lien qui est dans la description, ou vous tapez sur Google Amazon AWS créer compte comme un grand. On vous demandera un certain nombre d'informations pour créer votre compte, à commencer par votre email, un mot de passe sécurisé et le pseudonyme de votre choix. Je passe très rapidement sur l'inscription au site parce que je pense que vous êtes tous en mesure de remplir ces champs avec vos informations. À l'étape suivante, on vous demande pour quelle raison vous voulez utiliser AWS, donc je crois que ça change pas grand chose, vous pouvez juste mettre raison personnelle, donc pour vos propres projets, et vous pouvez remplir les informations vous concernant. À l'étape suivante, c'est la fameuse étape de la carte bancaire dont je vous ai parlé plus tôt. Alors, il est bien précisé sur cette page, mais je vais quand même le répéter à l'oral. Il y a un montant de 1 euro ou 1 dollar qui sera prélevé sur la carte, mais ce montant il vous sera rendu dans les jours qui suivent. Le but c'est juste de vérifier que votre carte est une vraie carte et qu'il y a bien quelqu'un derrière. À l'étape suivante, on va vous demander de confirmer votre identité via un code reçu soit par un appel, soit par SMS. Donc vous mettez un numéro de téléphone valide, vous passez à l'étape suivante. Ici, vous allez donc devoir remplir le fameux code que vous avez reçu sur votre téléphone. Une fois le code validé, dernière étape, choisissez votre forfait. Celui qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est le forfait gratuit, celui qui est tout à gauche. Si vous le souhaitez, par la suite, vous pourrez tout à fait passer sur un forfait plus élevé pour avoir des serveurs plus performants. Mais dans un premier temps, ça ne sera vraiment pas nécessaire, donc prenons le compte gratuit. Une fois toutes ces étapes particulièrement ennuyeuses réalisées, félicitations, vous avez un compte AWS. Vous pouvez alors cliquer sur le bouton orange que vous avez en dessous, qui va vous rediriger vers le formulaire de connexion. Vous pouvez laisser utilisateur racine de cocher, entrer votre email et passer à l'étape suivante, mais chez moi, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite erreur qui me dit que j'ai un cookie invalide. Bon, soit, c'est la première fois que je vois ça, mais si jamais vous avez le même problème que moi, eh bien vous videz les cookies ou le cache du navigateur, et vous pouvez vous connecter à votre compte AWS depuis cette même page. Une fois connecté à votre dashboard AWS, vous devriez avoir à peu près quelque chose qui ressemble à ça. Mon compte étant existant depuis quelques temps et l'ayant un petit peu plus utilisé que vous, il est possible qu'il y ait quelques différences. La première chose à faire va être de modifier la région à laquelle est rattaché votre compte. Cela vous permettra d'avoir le service le plus efficace possible. Dans le coin supérieur droit, vous pouvez voir que chez moi j'ai Francfort, avec une liste déroulante. En cliquant dessus, vous pouvez voir la liste de toutes les régions disponibles. Le but, c'est que vous choisissiez la ville la plus proche de chez vous. Pour une grande majorité, ce sera probablement Paris, mais de mon côté, étant actuellement dans l'est de la France, je suis plus proche de Francfort, d'où ce choix. Une fois votre région sélectionnée, il est maintenant temps pour nous de créer réellement notre serveur qui accueillera ensuite notre application multijoueur. Pour ça, on va utiliser un service qui s'appelle EC2 et qui correspond à des serveurs virtuels dans le cloud. Il y a plusieurs moyens d'y accéder et le plus simple, c'est d'aller dans la barre de recherche, de taper EC2 et de cliquer sur le résultat qui correspond. Vous arriverez alors sur une nouvelle page qui devrait toujours à peu près ressembler à ça, et il y aura notamment un bouton « Lancer une instance » qui va nous intéresser, puisque vous allez pouvoir cliquer dessus, et dans le sous-menu qui apparaît, cliquer de nouveau sur « Lancer une instance ». On va alors devoir configurer notre serveur. La première chose à faire, ça va être de définir quel type de serveur ce sera. Pour nous, ce sera un serveur Windows, parce que ça sera probablement le plus simple à gérer pour nous tous. Vous pouvez donc taper Windows dans la barre de recherche, et vous pouvez sélectionner le Microsoft Windows Server 2019 base. Faites bien attention à prendre celui-là et pas un autre. Il faut qu'il y ait également le petit bandeau éligible à l'offre qui apparaît sur la gauche, ce qui veut dire que c'est une image que vous allez pouvoir utiliser avec un forfait AWS gratuit. Sélectionnez donc cette ligne et on va ensuite nous demander de choisir les performances du serveur. Ici on va pas avoir énormément de choix, le but ça va être toujours de prendre un serveur gratuit, donc il n'y a qu'une seule offre qui est disponible, et c'est celle où il y a marqué éligible à l'offre gratuite. Donc chez moi elle est cochée par défaut, et actuellement elle s'appelle T2 Micro. Faites toujours bien attention à choisir exactement la même chose que moi et à choisir les offres gratuites. Vous pouvez ensuite cliquer sur Suivant, configurer les détails de l'instance. Sur cet écran, vous n'avez rien à modifier, faites simplement Suivant. On arrivera ensuite sur le stockage, là c'est pareil, on a déjà tout qui est préconfiguré. Vous aurez un serveur d'une capacité de 30 Go,
auquel vous pouvez soustraire 15 Go pour l'image de Windows, donc il y aura à peu près 15 gigaoctets d'espace disque sur le serveur. Ce qui, pour un jeu comme le nôtre, devrait être largement suffisant. Donc ne modifiez rien ici, cliquez sur Suivant. On arrive sur une page concernant les balises ou les tags, en anglais c'est pareil, rien à modifier à ce niveau-là, encore une fois, Suivant. Et là on va avoir un petit peu plus de boulot. Alors, quelque chose que j'ai oublié de préciser quand même en début d'épisode, c'est qu'aujourd'hui forcément on va parler beaucoup de réseaux, de ports, de connexions, de pare-feu, et toute une ribambelle d'autres trucs pas forcément simples à comprendre. Je vais être honnête avec vous, le réseau ce n'est ni ma grande passion, ni mon domaine de prédilection. Malgré ça, je n'ai pas envie d'enchaîner les étapes sans forcément vous les expliquer, parce que si vous comprenez pas ce qu'on fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à suivre un tutoriel finalement, donc pour les différentes étapes qu'on est en train de réaliser, je vais essayer de vous les expliquer au mieux, avec des mots simples pour que tout le monde puisse les comprendre, et évidemment, si jamais il y a des pros du réseau qui regardent cette vidéo, et qui veulent compléter les informations que je partage, eh bien la section commentaires est à vous. Sur cette page, lors de cette 6e étape, on va devoir configurer le groupe de sécurité. C'est ce qu'on appelle le SG. L'idée avec ça, c'est de ne donner que les accès nécessaires sur les ports nécessaires aux éléments qui le nécessitent. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien de manière générale, ce qu'on va faire ici, c'est protéger notre serveur contre des entrées malicieuses. D'une certaine manière, à nous, on va se donner quelques autorisations supplémentaires pour pouvoir gérer le serveur et envoyer les builds dessus, mais on va aussi faire en sorte que, pour les personnes externes au serveur, donc simplement les gens qui ont envie de se connecter à notre jeu et d'y jouer, eh bien on va faire en sorte que eux ne puissent faire que ça, qu'ils ne puissent se connecter au serveur que pour jouer sur notre jeu avec Mirror. Pour le groupe de sécurité, vous allez donc pouvoir lui choisir un nom, qui n'est pas forcément très important, je vous invite à choisir quelque chose de simple, clair, que vous allez pouvoir reconnaître facilement. Vous pouvez mettre la même chose que moi si vous voulez, il n'y aura aucun problème. Pareil pour la description, c'est pas forcément super important, mais c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de clair et de compréhensible. Sachez que les caractères spéciaux ne sont pas autorisés, et on passe ensuite au cœur de notre security group avec le tableau juste en dessous. Comme vous pouvez le voir, nous avons une ligne qui est présente par défaut de type RDP. RDP, ça veut dire Remote Desktop Protocol, et on en reparlera d'ici quelques minutes. Vous pouvez simplement changer la source de personnaliser à n'importe où. Si jamais vous avez l'interface en anglais, ça sera Anywhere qu'il faudra choisir dans cette liste déroulante. Et tout à droite, pour la description, vous pouvez juste écrire RDP. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton Ajouter une règle, et choisir cette fois-ci Règle UDP personnalisée. Pour le port, vous allez pouvoir indiquer 7777, ce qui correspond au port par défaut de Mirror, c'est pareil, on en reparlera tout à l'heure, et vous pouvez choisir n'importe où dans la source. En ce qui concerne la description, vous pouvez simplement ajouter Mirror. Donc concrètement, ces deux règles, ces deux lignes qu'on a dans ce security group vont nous permettre respectivement, pour RDP, de nous connecter au serveur à l'aide d'un programme préinstallé sur Windows, pour qu'on puisse envoyer nos fameux builds de Mirror, et de manière générale gérer notre serveur à distance. Et la deuxième ligne pour Mirror et le port 7777, c'est pour autoriser les personnes à se connecter à notre application, et plus précisément à notre jeu Mirror qui fonctionne sur le port 7777. Vous pouvez alors cliquer tout en bas sur Vérifier et lancer, vous avez une page de récap avec toutes les informations. En théorie, si vous avez bien suivi toutes les étapes précédentes, vous devriez avoir la même chose que moi, et si c'est le cas, eh bien vous pouvez simplement cliquer sur Lancer. Vous allez alors avoir une fenêtre qui va apparaître en vous demandant de choisir une paire de clés ou d'en créer une nouvelle. Cette étape est extrêmement importante, donc soyez attentifs. Dans le premier menu déroulant, vous allez pouvoir choisir « Créer une nouvelle paire de clés ». Dans le deuxième champ, vous pouvez lui donner un nom que vous voulez, chez moi ce sera Mirror Key, puis vous pouvez cliquer sur le bouton « Télécharger une paire de clés ». Votre navigateur va alors télécharger un fichier au format PEM qu'il ne faudra surtout pas perdre. Ce fichier est à votre serveur ce que votre clé est à votre maison. Si vous le perdez, vous n'y rentrez plus. Vous l'avez donc compris, le fichier est très important et il faudra donc le mettre dans un endroit sécurisé, en faire des copies si nécessaire, bref, surtout ne pas le perdre. Vous pouvez ensuite cliquer sur « Lancer des instances ». Après quelques secondes, le site vous indique que votre instance est en cours de lancement, et félicitations, votre serveur virtuel est en place. On va maintenant s'occuper de la partie RDP, c'est-à-dire mettre en place une connexion à distance entre notre machine actuelle, notre ordinateur, et le serveur afin de pouvoir le configurer et lui envoyer des fichiers, notamment notre build Unity. Vous pouvez donc retourner sur la dashboard de EC2, vous pouvez faire comme tout à l'heure, donc utiliser
la barre de recherche, vous tapez EC2 et vous prenez le résultat adéquat. On va se rendre sur l'instance qu'on vient de créer, je vais donc passer par le lien instance en cours d'exécution, et vous pouvez voir dans le tableau que j'ai bien mon instance T2 micro qui est en cours d'exécution. Donc c'est l'instance, le serveur qu'on vient de créer. Cliquez donc sur cette ligne, vous aurez toutes les informations sur cette instance qui vont apparaître en bas, et ce qu'on va vouloir faire nous, c'est cliquer sur le bouton Action que vous avez en haut à droite, puis se connecter. Choisissez l'onglet Client RDP. La première chose à faire, ça va être de cliquer sur le lien Obtenir le mot de passe. Une fenêtre comme celle-là va apparaître, et vous pouvez voir qu'on me demande la paire de clés associée à cette instance, qui chez moi s'appelle Mirror Key. Vous l'avez donc probablement compris, ce qu'on nous demande là, c'est de renseigner le fameux fichier qu'on a téléchargé tout à l'heure. Donc le fichier PEM, que je vous ai dit qu'il ne fallait surtout pas perdre. Si jamais vous l'avez perdu, je ne sais pas quoi faire de vous, parce qu'on l'a quand même téléchargé il y a à peu près 30 secondes. Cliquez donc sur Browse et allez chercher ce fameux fichier. Chez moi, je ne l'ai pas déplacé pour l'instant, donc il est toujours dans mon dossier de téléchargement. Je le sélectionne, et vous pouvez voir qu'automatiquement le site, en se basant sur ce fichier, va remplir une zone de texte en bas de l'écran avec ce qu'on appelle une clé RSA privée, qui est constituée d'un mélange de chiffres, lettres et caractères spéciaux. Je profite de ce moment pour vous parler d'un sujet extrêmement important, la sécurité. Vous voyez qu'à l'écran, j'ai flouté la majeure partie de cette clé car elle permet de récupérer le mot de passe du serveur. Alors, j'aurais pas vraiment eu besoin de le faire étant donné que ce serveur n'existe plus au moment où vous voyez cette vidéo, c'était uniquement pour le tutoriel que je l'ai réalisé, mais c'est aussi pour vous sensibiliser à ça. La majeure partie des informations qui apparaissent dans votre dashboard sont privées, ou du moins les autres n'ont vraiment pas besoin de les connaître. Ne partagez donc surtout pas cette clé privée ni le fichier PEM qui la contient finalement, car n'importe qui pourrait accéder à votre serveur. Continuons, vous avez donc en bas de l'écran un bouton déchiffrer le mot de passe, vous cliquez dessus, on sera donc de retour sur la page précédente et cette fois-ci vous pouvez voir qu'on a un mot de passe qui apparaît à l'écran. Concernant ce mot de passe c'est évidemment pareil, surtout ne le partagez pas, il permet à n'importe qui d'accéder au serveur. En revanche, ce mot de passe, vous allez pouvoir le copier parce qu'on va en avoir besoin dans un instant, éventuellement collez-le sur Notepad ou quelque part où vous pouvez facilement le récupérer. Une fois ce mot de passe copié et collé quelque part, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton « Télécharger le fichier bureau à distance ». Un téléchargement très court va se lancer d'un fichier RDP, et une fois que ce fichier est téléchargé, vous pouvez vous rendre dans le dossier dans lequel il se trouve, donc ça devrait être téléchargement par défaut, comme chez moi ici. Vous pouvez faire un clic droit dessus, puis modifier. On va se rendre dans l'onglet ressources locales, et au bas de cette fenêtre, vous pouvez cliquer sur autre, tout en bas. Vous pouvez dérouler le menu lecteur dans lequel vous allez retrouver les différents espaces de stockage de votre machine actuelle. Vous voyez que chez moi j'ai un certain nombre de disques durs et de SSD qui sont connectés à mon ordinateur, et vous aurez donc chez vous forcément quelque chose de totalement différent. Le but, ça va être de donner à notre serveur un accès à l'un de nos disques de notre ordinateur actuel pour faciliter le partage de fichiers entre ces deux machines. Vous pouvez donc choisir le lecteur de votre choix chez vous, la seule condition c'est qu'il doit y avoir un minimum d'espace libre disponible. Je ne peux pas vous donner un montant précis parce qu'en fait ça va dépendre de la taille de votre jeu et donc de son build, mais par exemple de mon côté le projet que j'ai réalisé avec vous au fil de ces nombreux épisodes, alors je l'ai pas vraiment embelli on va dire, j'ai vraiment le strict minimum, et mes builds ne font donc pas plus de 150 mégaoctets. Donc par exemple dans mon cas, juste 1 giga serait largement suffisant pour ce disque, mais préférez de votre côté avoir un peu de marge, donc si vous avez 5, 10, 15, 20 gigas ou plus, c'est encore mieux. Sachant que ces gigas ne seront évidemment pas perdus, le but c'est simplement qu'on puisse mettre des fichiers sur ce disque et les récupérer facilement depuis le serveur. Chez moi je vais donc choisir le SSD de Samsung sur lequel j'ai pas mal de place, vous faites ensuite OK, et vous allez ensuite avoir un bouton connexion en bas de cette fenêtre que vous pouvez utiliser. Un avertissement va probablement apparaître, vous pouvez choisir à nouveau de cliquer sur le bouton connexion, et un mot de passe vous sera alors demandé. Ce mot de passe, c'est celui qu'on a déchiffré et qu'on a copié tout à l'heure, je vais donc simplement le coller dans le champ qui est apparu à l'écran, et si vous le souhaitez, vous pouvez cocher la case mémoriser mes informations, ce qui vous évitera d'avoir à retaper ce mot de passe à chaque fois que vous allez vous connecter au serveur, et faire ensuite OK. Il est possible que vous ayez un avertissement de certificat, si c'est le cas vous pouvez simplement appuyer sur oui, et là ne vous effrayez pas, vous allez avoir un écran noir pendant quelques secondes, vous arriverez sur ce qui semble être un bureau Windows des plus classiques. Ce Windows sur lequel on est actuellement, eh bien c'est notre serveur.
Si vous êtes arrivé à cette étape de la vidéo sans encombre, eh bien félicitations, vous avez votre serveur qui est en ligne, et en plus vous avez la connexion à ce serveur qui est effective. On va donc maintenant pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire créer nos builds via Unity, envoyer le build sur le serveur, et simplement faire tourner notre jeu et s'y connecter. Juste quelques explications pour que vous ne soyez pas trop perdus, vous avez une barre en haut de l'écran sur votre serveur. Vous pouvez par exemple minimiser la fenêtre, ce qui va vous donner simplement l'occasion de facilement swapper de votre machine locale à votre serveur, et donc vous aurez les deux ouverts en même temps. On va maintenant ouvrir Unity, parce qu'on a 2-3 choses à y faire. La première chose, ça va être de vérifier le port qui est utilisé par Mirror. Vous pouvez donc ouvrir la scène de lobby, sélectionner le Network Manager de la scène, et on va aller vérifier dans le component KCP Transport qu'on soit bien sur le port 7777. Si ce n'est pas le cas, vous savez probablement pourquoi, et c'est à vous de faire les adaptations nécessaires. Ou alors vous l'avez potentiellement modifié sans faire exprès, auquel cas je vous invite à mettre 7777. Ensuite, on va avoir autre chose à faire, et c'est un bug fixe. Plutôt que de faire des builds, les envoyer au serveur, les lancer, les tester, etc. pour se rendre compte au final que ça ne fonctionne pas, eh bien je vais être sympa avec vous, je vais vous présenter et corriger avec vous un bug que j'ai décelé pendant la préparation de cette vidéo. Je vais essayer de vous l'expliquer assez rapidement, mais surtout le plus clairement possible, parce que visuellement il est assez compliqué à imaginer et surtout à vous montrer, donc il va falloir se reposer sur mes paroles. On va commencer par aller ouvrir le script Player Setup dans lequel se trouve le code incriminé. Le problème, il vient de cette méthode onStartClient. Cette méthode est lue automatiquement par le client qui rejoint le serveur, et à l'intérieur de cette même méthode, le client va s'enregistrer dans la liste des joueurs. Cette liste des joueurs, elle est en fait dupliquée. Chaque client connecté au serveur a une copie de cette liste en local, chez lui, qui sera mise à jour en temps réel. En gros, ce que ça veut dire, c'est que tous les joueurs savent quels joueurs sont avec eux. Le problème, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, l'hôte de la partie n'est plus un joueur. Nous, ce qu'on veut, c'est que le serveur puisse tourner autant de fois qu'on veut, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, potentiellement donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pour autant que ce serveur n'ait à se reposer sur la présence d'un joueur. Dans l'idée, c'est tout simple. Il faudrait qu'on lance notre jeu avec le serveur Mirror et tout comme d'habitude, sauf que on va juste ne pas faire apparaître de joueur pour l'hôte. Donc en gros, l'hôte il aura la partie qui sera en quelque sorte une coquille vide, avec aucun joueur connecté. Mais cette partie est prête et donc tous les joueurs peuvent ensuite la rejoindre. Le problème, c'est que du coup, l'hôte, donc notre serveur en lui-même, il ne va jamais lire cette méthode au lancement. Parce que aujourd'hui ce n'est plus un hôte et un client, c'est uniquement un hôte et donc en quelque sorte un serveur. Et d'une certaine manière en fait avec ce code actuel, eh bien le serveur lui-même ne connaît pas la liste des joueurs. Ce qui veut dire que notre script Game Manager qui permet la récupération d'un joueur ou de la liste de tous les joueurs connectés, eh bien il ne trouvera rien. Cela résultera en une erreur fatale et le client va planter et se faire déconnecter du serveur. D'ailleurs, étant donné qu'on utilise les différentes méthodes de Game Manager directement à la connexion d'un joueur au serveur, eh bien il va se faire instantanément déconnecter. Je suis bien conscient que l'explication n'est pas forcément tout à fait claire, parce que comme je l'ai dit, c'est extrêmement difficile à vous expliquer, et je ne peux même pas vous l'imager en fait, parce qu'on n'y voit pas grand chose, et ça a été encore plus compliqué à débugger qu'à expliquer, donc je ne vais pas forcément m'étendre plus longtemps sur le sujet. Concernant la correction qu'on va apporter, eh bien, je vais vous la montrer. Dans notre script Player Setup, nous allons créer une méthode qu'on va appeler Register Player and Set Username. Dans cette nouvelle méthode, vous allez déplacer les 3 lignes qui sont contenues dans onStartClient, et du coup, à la place de ces 3 lignes, eh bien, on va faire un appel à cette méthode. N'hésitez pas à faire pause si nécessaire. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que sur le même modèle que onStartClient, on va créer une méthode onStartServer. Il y aura une ligne qui va s'ajouter automatiquement à l'intérieur, base.onStartServer. Vous pouvez la laisser et vous allez également faire un appel dans cette méthode à Register Player and Set Username. Donc d'une certaine manière, qu'on soit un serveur ou un client, on va faire l'enregistrement du joueur, et donc la liste des joueurs sera bien à jour, qu'on soit un joueur ou un serveur. Pour finir, on va faire une dernière chose qui n'est pas obligatoire, mais que je trouvais plus logique, c'est que dans la fonction start, nous avons un cmd set username à la fin de la méthode start, et on va simplement enlever cette ligne pour en fait simplement la déplacer
et la mettre dans la nouvelle méthode qu'on a créée, registerPlayer and setUsername. Une fois qu'on a effectué ces modifications, ce fameux bug devrait être de l'histoire ancienne, ce qui veut dire que vous pouvez sauvegarder ce script et revenir sur Unity. On va maintenant passer à l'étape de création des builds. Build au pluriel parce qu'on en aura deux différents, un pour les clients uniquement, donc les joueurs qui vont simplement lancer le jeu pour jouer, tout simplement, et on aura un autre build spécial serveur pour notre serveur. Jusque là, tout est logique. Rendez-vous donc dans File, puis Build Settings. On va commencer par créer le build du client, donc des joueurs. Vous allez vérifier que toutes les scènes nécessaires sont bien cochées et dans le bon ordre, comme chez moi, donc Login, Lobby et Sample Scene, elles ont peut-être des noms différents, mais la logique doit être la même. Choisissez la plateforme de build et l'architecture, ne cochez aucune des cases supplémentaires, et faites simplement Build. Cela va nous ouvrir une fenêtre, on va devoir indiquer à Windows où est-ce qu'on a envie que notre build soit effectué, et ce build, nous allons l'effectuer sur le disque qu'on a précédemment partagé avec notre serveur via RDP. Donc si vous vous souvenez bien, moi j'avais choisi le disque F, donc celui qui s'appelle SSD 2 Samsung. Je sélectionne mon disque, je vais à la racine de ce disque créer un nouveau dossier que je vais appeler Client Build. Je sélectionne ce dossier pour y créer mon build, et après quelques secondes ou minutes, Unity va m'avertir que mon build a été fait, et il va même m'ouvrir l'emplacement de cette application. Cette fenêtre qui s'est ouverte, on va pouvoir la fermer, vu qu'on va de toute façon créer un nouveau build directement. Et ce nouveau build qu'on va créer maintenant, c'est celui du serveur, et on va faire très attention à deux particularités pour ce build. La première, ça va être de cocher la case Server Build. L'avantage de ce mode, c'est qu'il est justement optimisé pour les serveurs, et on n'aura notamment pas d'interface graphique à proprement parler, donc en termes de performance, ce sera beaucoup plus léger. Vous verrez ça tout à l'heure. L'autre particularité du build serveur, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier de décocher la première scène, celle de Login. Je me suis complètement fait avoir pendant mes tests, j'avais oublié de la décocher, et la particularité de cette scène, c'est qu'elle est en offline. Ça veut dire que le Network Manager n'est pas présent sur cette scène, et que du coup ce qui se passe c'est que lorsqu'on va exécuter le build serveur, eh bien cette scène sera chargée en première, mais vu qu'il n'y a pas l'interface réseau nécessaire pour faire tourner Mirror, eh bien on n'a jamais le serveur qui va réellement tourner. Le port 7777 sera donc fermé et aucun joueur ne sera en mesure de rejoindre le serveur. Donc surtout, n'oubliez pas cette petite particularité, à chaque fois que vous ferez un build serveur à l'avenir, il faudra absolument désactiver cette scène. Cela étant fait, nous pouvons maintenant cliquer sur Build, et toujours sur le même disque, donc toujours le Samsung chez moi, je vais créer un dossier que je vais appeler Server Build, et c'est à l'intérieur de ce dossier que je vais aller build mon application Unity. Une fois la réalisation de mon build serveur terminée, j'ai un explorateur Windows qui va s'ouvrir. On va pouvoir s'en servir pour se rendre à la racine de notre disque, et vous pouvez voir chez moi un certain nombre de dossiers, donc vous en aurez probablement plus ou moins, mais ceux qui nous intéressent et qu'on devrait avoir en commun, ce sont évidemment Client Build et Server Build. Ce qu'on veut faire maintenant qu'on a nos builds, c'est envoyer le build serveur sur notre serveur. Comme vous pouvez le voir, ce dossier fait environ 140 mégaoctets chez moi. Afin de le transférer rapidement sur le serveur, on a la possibilité de zipper ce build dans une archive, qu'on dézippera ensuite sur le serveur. C'est une étape qui est optionnelle mais que je vous recommande parce qu'elle va vraiment vous faire gagner du temps, en particulier si votre débit internet est bas. Si vous ne voulez pas le faire pour X raisons, c'est pas grave, continuez simplement la vidéo. Donc pour faire mon archive zip, chez moi j'utilise WinRAR, je vous conseille d'ailleurs de faire de même. J'ai juste à faire un clic droit sur mon dossier, ajouter à l'archive, je sélectionne le mode zip, et je fais OK. Comme vous pouvez le voir, mon archive zip de son côté fait 37 mégaoctets, ce qui est presque 4 fois plus léger que le build initial, donc ça sera 4 fois plus rapide à envoyer sur le serveur. D'ailleurs, ce serveur, on va retourner dessus, donc vous pouvez utiliser RDP, qui est probablement encore ouvert chez vous. Dans l'éventualité où vous auriez fermé la connexion au serveur et que vous ne savez pas comment la réouvrir, vous pouvez voir à la quasiment toute fin de la vidéo, dans les chapitres, j'ai ajouté une petite section bonus où il y a marqué se reconnecter à son serveur RDP. Donc si chez vous, vous avez fermé le serveur entre-temps et que vous ne savez pas comment le réouvrir, vous pouvez consulter ce petit passage. Une fois de retour sur votre serveur, vous pouvez ouvrir l'explorateur de fichiers, et ensuite cliquer sur This PC. En théorie, vous devriez alors retrouver un élément
dans la catégorie Redirected Drives and Folders, et cet élément correspond à la lettre de votre disque partagé ainsi que le nom de votre ordinateur. Si vous double-cliquez sur cet élément, vous allez voir apparaître les différents dossiers et fichiers du disque en question. Et sur ce disque, chez moi, on retrouve donc notamment les builds client et serveur, mais on retrouve surtout l'archive zip de mon build serveur que j'ai créé il y a quelques secondes. Je vais donc faire un glisser-déposer de cette archive zip sur le bureau du serveur. Pour ceux qui ne sont pas passés par l'étape de la création de l'archive zip, eh bien vous pouvez faire un glisser-déposer du dossier serveur build directement, mais comme je l'ai dit, ce sera quand même bien plus long. Une fois que l'archive zip se trouve sur le bureau, on va pouvoir faire un clic droit dessus et faire Extract All. On va choisir directement Next dans la fenêtre qui apparaît. Après quelques secondes, l'extraction se termine et on va avoir un dossier qui va s'ouvrir avec directement notre build à l'intérieur. Avant de lancer réellement notre serveur, il va falloir qu'on ajoute des autorisations dans le pare-feu du serveur. Ça va nous permettre d'autoriser les joueurs à se connecter justement à notre serveur Windows. Pour ça, vous pouvez ouvrir le menu de Windows et vous allez simplement taper Firewall. Vous ouvrez le même menu que moi, celui qui apparaît. Une fois la fenêtre de pare-feu ouverte, on va aller se rendre dans Inbound Rules. Et sur la droite, on va cliquer sur New Rule. Vous pouvez choisir port pour la première étape, passer à l'étape suivante. On va cocher UDP et 7777 pour le port. Suivant. Ici, on va laisser sur Allow the Connection. Suivant. Pareil pour cet écran, on ne va rien toucher, on va cliquer sur Suivant. Et vous allez pouvoir nommer votre règle. Moi je vais l'appeler Mirror Port, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Et vous pouvez cliquer sur Finish. Donc cette règle, elle va permettre aux personnes de se connecter au port 7777 de notre serveur Windows. Et on va ensuite créer une autre règle, donc pareil sur la droite, New Rule. Et cette fois-ci, le but, ça va être d'autoriser le programme, plus généralement, à recevoir des connexions. Donc là, vous pouvez laisser Programme sur cette première étape, faire Suivant. On va ensuite préciser quel est le fameux programme qu'on veut autoriser, donc vous pouvez appuyer sur le bouton Browse. Rendez-vous sur le bureau, puis dans le dossier du build serveur, et vous allez choisir le fichier .exe comme je le fais. Donc chez moi, il s'appelle FPS Mirror. Vous pouvez cliquer sur Open, puis Next. Ici, on ne touche rien. Suivant. Pareil pour cet écran. Suivant. Encore une fois, vous pouvez appeler cette règle comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler Programme Mirror, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Et vous faites Finish. Notre application est maintenant exemptée de pare-feu dans une certaine limite, et on va donc pouvoir tester tout ça. Vous pouvez lancer le fichier .exe de votre build serveur, et là, comme vous pouvez le voir, contrairement à d'habitude où on avait le logo Unity qui apparaissait, notre jeu qui se lançait, on a uniquement un terminal avec des lignes de commande qui apparaissent. La raison à ça, c'est qu'on avait coché build serveur, et afin d'optimiser donc au maximum les performances et ressources de la machine, on ne va rien charger de visuel. Pas de rendu, pas de caméra, pas de modèle 3D, etc. Ici, on a purement un cœur logique. De cette manière, on va vraiment alléger la charge de notre serveur qui, de base, n'a pas des caractéristiques dignes d'un serveur de SpaceX ou de la NASA. Concernant les différentes lignes qui sont affichées dans cette fenêtre, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas tout à fait pareil que moi. Ce n'est pas grave et c'est même normal, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais il y a une ligne que vous devez absolument avoir, peu importe l'ordre, et c'est celle-là. KCP Transport Initialized. Peut-être que cette ligne vous dit quelque chose parce qu'en réalité elle apparaît également sur Unity dans la console, lorsqu'on faisait nos tests, elle apparaissait tout le temps. Et cette ligne, ce qu'elle veut dire, c'est que notre build serveur a réussi à trouver Mirror et qu'il l'a exécuté. Donc à partir de là, c'est quasiment gagné. Vous pouvez revenir sur votre Windows, et même directement sur Unity, on va gagner un petit peu de temps. Vous pouvez aller charger la scène de login, appuyez sur Play, choisissez un pseudonyme, et valider. Maintenant, on va aller se connecter à notre serveur depuis notre ordinateur. Pour ça, on va utiliser le second champ, client, comme on le faisait à l'époque pendant nos tests, sauf que cette fois-ci, on ne va pas indiquer localhost, mais l'adresse IP de notre serveur. Cette adresse, on va la retrouver dans notre interface AWS EC2. Retournez donc sur votre dashboard pour AWS et sur la liste des instances actives, comme je vous l'ai montré plus tôt, vous allez cliquer sur l'instance de notre serveur et au bas de l'écran vous aurez toutes les informations qui vont apparaître
et notamment une ligne avec adresse IPv4 publique. Cette adresse, c'est celle à laquelle on va se connecter. Donc vous pouvez la copier, retourner sur Unity, coller-la dans le champ client et appuyer sur le bouton client. Après quelques instants, la connexion devrait se faire automatiquement au serveur et vous devriez être en mesure de vous déplacer librement dans le monde, de tirer, de voler avec votre jetpack, etc. Bref, notre jeu devrait fonctionner comme il a fonctionné pendant nos tests jusqu'à maintenant. Comme vous pouvez le voir dans le coin supérieur gauche, l'adresse IP à laquelle notre client est connecté, c'est bien celle du serveur Amazon. Si de votre côté vous n'avez pas réussi à vous connecter au serveur et que vous êtes bloqué sur un écran comme celui-là, pas de panique, j'ai probablement la solution à votre problème. Comme je l'ai dit en début d'épisode, je remercie Elou qui m'a apporté un éclaircissement sur ce problème et surtout la solution pour y remédier. Si vous êtes dans ce cas-là, donc vous avez mis la bonne adresse IP, vous avez cliqué sur le bouton client, mais qu'il ne se passe rien, c'est probablement que vous avez involontairement mis votre serveur, en quelque sorte, en pause. Rassurez-vous, je ne vous en veux pas. En réalité, c'est un problème qui est extrêmement insidieux, et si on ne m'avait pas donné la solution toute cuite, je pense que je ne l'aurais peut-être même pas trouvé. Si vous êtes dans ce cas-là, donc, retournez sur votre serveur. Ce qu'il se passe, en témoigne ce tout petit carré chez moi, c'est que vous avez sans doute, tout comme moi, eu le malheur de cliquer à l'intérieur du terminal. Dans la logique Windows, vous avez fait ce qu'on appelle un focus, et le terminal s'est donc, entre guillemets, mis en pause, et il s'attend en fait à recevoir une commande. Et donc, aussi longtemps que vous n'envoyez pas de commande à ce terminal, il ne va ni émettre, ni recevoir d'informations. La solution, dans ce cas-là, c'est juste de sélectionner votre terminal et d'appuyer sur Entrée. Comme vous pouvez le voir chez moi, après avoir appuyé sur cette touche, on voit défiler plein de messages, et notamment ceux de connexion. Comme je vous l'ai dit, c'est un bug qui est extrêmement pervers. Alors je dis bug, mais ça n'en est pas réellement un. Disons que c'est une feature de Windows, mais maintenant vous savez au moins comment débloquer la situation si ce problème vous arrive. Le mieux pour que ça n'arrive pas, c'est simplement que, une fois que vous avez lancé votre serveur, vous pouvez le minimiser, donc avec le menu prévu à cet effet sur Windows, la petite barre qui est en haut à droite. Comme ça, le serveur est toujours ouvert, mais vous ne l'avez pas à l'écran et vous n'avez aucun risque de cliquer dessus ou de taper quoi que ce soit à l'intérieur. En retournant sur Unity, vous devriez alors être connecté au serveur, et si jamais ce n'est pas le cas, c'est probablement normal, c'est que le timeout a fait son effet. En gros, vous avez mis trop de temps à vous connecter au serveur depuis Unity, et du coup ce dernier a abandonné sa tentative de connexion. Donc si c'est le cas chez vous, que vous avez débloqué le serveur, vous avez vu des messages apparaître comme chez moi, mais que vous voyez sur Unity que vous n'êtes pas connecté, c'est pas grave, je vous invite simplement à arrêter le mode play, le relancer, et ensuite à tenter de vous reconnecter à la bonne adresse IP. Une fois ces étapes effectuées, vous devriez être, comme moi, en mesure de vous balader dans la scène et de faire un petit peu toutes les actions qui sont à votre disposition. Évidemment, ce serveur, vous pouvez vous y connecter depuis un build client, d'ailleurs c'est le build client qu'on a créé tout à l'heure. Moi je me suis connecté directement depuis Unity parce que c'était déjà ouvert et c'était plus rapide, mais le principe est exactement le même sur le build client. Et c'est d'ailleurs justement ce build client que vous allez pouvoir rendre disponible auprès de vos amis, votre famille, vos connaissances, ou plus généralement sur internet pour que tout le monde puisse se connecter à votre jeu. Je vous fais d'ailleurs une petite démonstration à l'écran avec deux ordinateurs. Pardonnez mon câble management plus que discutable, j'ai jamais été très doué et en plus je suis en plein déménagement. Vous avez sur l'écran de gauche un client qui est connecté au serveur, sur l'écran de droite vous avez le serveur en lui-même, et sur l'ordinateur du bas un autre client connecté au même serveur. Comme vous pouvez le voir, les joueurs sont maintenant en mesure de jouer ensemble, de s'éliminer et plus généralement de faire absolument tout ce que nous avons abordé au fil de cette série. Évidemment, vous êtes libre et je vous invite même à embellir votre jeu, proposer des cartes et des écrans plus jolis, ajouter des fonctionnalités, des armes, des skins et autres, bref, continuer de bosser sur ce joli petit projet que nous avons commencé ensemble. Ensemble, nous avons vu l'essentiel et avec les nombreuses connaissances que vous avez acquis avec cette série, plus rien n'est impossible. Vous pouvez améliorer ce projet de la manière dont vous le souhaitez. Avant de vous quitter, je vous laisse quelques informations supplémentaires. Après avoir ajouté des choses à votre jeu, donc de nouvelles fonctionnalités, etc., si vous avez envie de mettre à jour le jeu, eh bien il vous suffit simplement de répéter l'étape des builds qu'on a faites tout à l'heure. Donc vous allez simplement recréer un build de client, recréer un build de serveur, en faisant bien attention donc aux deux particularités dont je vous ai parlé, donc cocher build serveur et décocher la scène de login. Je vous invite à vous référer à cette partie, ça sera exactement la même chose, c'est des builds à recréer, renvoyer le build serveur sur le serveur, le dézipper, le relancer, etc. Exactement comme on l'a fait.
Concernant RDP et votre serveur, sachez que vous pouvez vous y connecter et vous déconnecter librement depuis votre ordinateur, cela ne coupera d'ailleurs pas le serveur. Petite démonstration, vous voyez à l'écran que le serveur est en train de tourner. Je vais cliquer sur la croix en haut de l'écran pour me déconnecter du serveur. Et ce qu'on vient de déconnecter, en fait, c'est juste la liaison entre l'ordinateur et le serveur. Mais le serveur, de son côté, il continue à tourner, il est toujours en ligne, etc. Donc maintenant, pour me reconnecter à ce serveur, je peux simplement taper dans la barre de recherche Windows RDP et lancer le programme nommé Connexion Bureau à distance. Normalement, le champ ordinateur est pré-rempli. Vous avez juste à cliquer sur Connexion, accepter les avertissements si nécessaire, et vous revoilà connecté à votre serveur qui ne s'est donc jamais coupé, et comme vous pouvez le voir, hein, notre application Unity, notre serveur Mirror, tourne toujours. Vous n'avez donc pas besoin d'être connecté au RDP en permanence, d'ailleurs c'est justement ce qu'on voulait éviter, hein. Le principe c'est que le serveur puisse fonctionner tout seul de son côté sans qu'on ait besoin de s'y connecter toutes les 2 minutes. Et puis je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo et cette fin de série. Cet épisode a clairement été le plus long, le plus compliqué et le plus éprouvant à réaliser pour cette série. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Aujourd'hui, on a officiellement bouclé la boucle, si je puis dire. On est parti d'un projet entièrement vide, il y a plus de 20 épisodes de ça, et un projet qu'on a embelli donc au fil de nombreuses heures de bonheur. Donc soyez fiers de ce que vous avez créé, vous pouvez l'être, et puis n'hésitez pas à partager des images de l'avancement de vos projets, que ce soit ce jeu ou un autre, sur le serveur Discord de la chaîne. Si vous avez besoin d'aide dans le développement de votre jeu, c'est également là-bas que vous la trouverez. Un grand merci aux nombreux tipeurs sans qui cette série vidéo n'aurait jamais été possible. Si vous aussi vous souhaitez me remercier, eh bien il y a de nombreux moyens de le faire. Un commentaire, un pouce en l'air, ou surtout partagez mon travail avec votre entourage pour que cette chaîne se développe encore un petit peu plus chaque jour. Pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, vous pouvez également donner quelque chose via des plateformes de dons comme Tipeee ou Utip, vous avez les liens en description. Et ce sont notamment ces dons qui permettent la création de ce genre de séries et de vidéos, donc merci à l'avance à ceux qui y feront un tour et qui participeront financièrement à la création et au développement de cette chaîne. Merci à Kevin, Deathart, David, Spock2018, Spyprog et tous les autres qui ont participé financièrement au fil de cette dernière année pour la création de cette série et de toutes les autres vidéos. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Unity, pour potentiellement une nouvelle série et encore plein d'autres beaux projets. Allez, salut!